Bonus. Trax. Eh bien, bonjour à tous sur le coin pop, c'est encore Guigui. En fait, je vous avais dit en début d'année que j'allais faire des podcasts sur des projets de copains ou tout simplement pour parler de copains avec qui j'ai travaillé ou simplement le travail que j'apprécie. Et après VHB et avoir reçu donc Florent Baudry, c'est au tour de Loïc Musy. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, surtout que ça fait longtemps que j'ai rien fait sur VHB en plus. Ouais, non mais T'as t'inquiète. vu à quel point ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'arrive même pas à le dire correctement. Oui, non, mais on va pas parler de VHB. Là, aujourd'hui, on va plutôt parler de ta carrière d'illustrateur parce qu'en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui te connaissent, malgré tout, tu as quand même fait ton petit trou dans le monde de l'illustration. Et en fait, donc, tu es illustrateur pour les jeux de rôle, pour des jeux vidéo, enfin, pour tout un tas de choses. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est tout simplement comment ça se passe. Parce que c'est un truc qu'on a déjà dit, justement avec Florent, dans le podcast sur VHB, c'est que les auteurs de BD et les illustrateurs, c'est quand même pas du tout le même monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Clairement. Moi, ça m'arrive même souvent qu'on me dise « Ah, vous faites de la BD ?» Et t'es là, tu fais « Non », alors du coup, t'expliques. Et pareil, moi, j'ai des confrères qui sont illustrateurs de BD à plein temps. Et les contraintes, les problèmes, même au niveau des droits d'auteur, etc., ça fonctionne pratiquement pas de la même manière. Il y a des fois, si. Mais tu vois, par exemple, moi je fais mon dessin, on me paye, une fois que c'est livré, et puis zou, quoi. Genre, des fois, je vois plus jamais le client de ma vie, quoi. Au contraire de la BD, où ils livrent les planches, ils sont payés en droit d'auteur, ça prend du temps. Tu vois, et puis même les travaux, ils te suivent pas, quoi. C'est pas. Ouais, c'est très très rare que je revienne sur un bouquin que j'ai déjà illustré, ou quand il y a une suite. Alors moi, je fais essentiellement du jeu de rôle, ou même dans le jeu de société, il y a même des fois où tu as fait la boîte de base, il y a une extension, et c'est pas toi qu'on appelle. Donc. Et alors, c'est encore pire dans le jeu vidéo. Tu fais des concepts, tu fais partie d'une équipe de, je sais pas, une quarantaine de dessinateurs et t'es un mec parmi tant d'autres. Et même s'il y a une suite aux jeux vidéo, ils vont être rappelés d'autres personnes en fait. Un illustrateur, c'est un artisan de l'image, pour moi, c'est un artisan de l'image au service d'un projet. Et même si on met de plus en plus dans le milieu du jeu de rôle, du jeu de société, le nom des illustrateurs sur les boîtes ou en couverture des livres, c'est généralement plus des gens de l'ombre. Ce qui est quand même des fans, malgré tout. Moi, je sais, j'ai déjà entendu des gens dire le choix entre deux jeux de société ou de jeux de rôle, je vais plutôt prendre celui-ci parce que j'aime bien l'illustrateur. Quand même. Ouais. Mais j'ai l'impression que les fans d'illustration, dans le jeu de société en tout cas, le jeu de rôle, il y a quand même le côté un peu auteur de BD, auteur de tu vois, il y a quand tu fais des dédicaces dans le jeu de rôle, des fois on te demande de redessiner un personnage. Comme si tu étais un dessinateur de BD, où on te dit je voudrais tel perso que j'ai adoré, et toi tu dis mais j'ai dessiné qu'une seule fois, attends, ouvre-moi la page, faut que je revoie comment il est fait, tu vois. Au contraire d'un mec qui fait de la BD ou d'une nana qui fait de la BD et qui du coup son personnage il l'a connaît, fait quoi. 10, 30, 40 fois par jour, tu vois, c'est bon, il le connaît. Mais dans le jeu de plateau, oui, il y a un peu ce côté aussi Adrian Smith par exemple, ou Kopensky, ou je sais pas, Bonheur, Édouard Guiton, enfin il y a plein de dessinateurs comme ça qui sont réputés dans le milieu du jeu de société, et il y en a plein aussi avec qui j'avais déjà travaillé. Tu vois, je prends l'exemple de Dutray, un jeu illustré par Vincent Dutray, ça se vend très bien, parce qu'il y a le côté c'est Vincent Dutray, ça va être magnifique. Et oui, dans le jeu de société, il y a des gens qui achètent les jeux de société en fonction de l'illustrateur, mais c'est souvent plus le gameplay qui les intéresse en priorité, et c'est très français. En Allemagne, par exemple, quand un jeu est beau, ça leur pose problème. Eux, ils aiment bien quand c'est moche, c'est fonctionnel. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense que des gens qui m'écoutent, là, qui travaillent dans le jeu de société, doivent hocher de la tête en se disant « Ah ouais, moi j'ai une anecdote d'un confrère qui m'avait dit qu'il avait présenté un jeu à une boîte allemande, on lui avait dit « C'est trop beau ». Parce que c'était un jeu français qui était très mal illustré. En France, t'as vraiment t'as vraiment cette patte du travail bien fait, de l'illustration. Il y a ce côté artiste-auteur. Et il y a des pays où ils s'en fichent complètement. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, les illustrateurs ne sont pas traités de la même manière. Et encore, c'est en fonction des milieux. Dans le milieu de la carte, par exemple de Magic, les illustrateurs, c'est hyper important, tu vois. Dans le milieu du jeu de société, ça va dépendre de la boîte. Si c'est des boîtes comme Cool Mini or Not, par exemple,
effectivement, ils vont aller chercher Adrian Smith, ils vont aller chercher Kopinski, ils vont aller chercher des mecs comme ça. Donc là, les gens, ils savent que ça va être cool. Mais tu as aussi des gars qu'on voit sur plein de jeux, en fait, personne ne sait qui c'est. Et le public, généralement, il s'en fiche un peu. Du moment qu'il y a des belles figurines dans la boîte, que les tuiles, elles sont bien illustrées, que le jeu, il est fonctionnel. C'est aussi ça, à la base. Je te dis, un illustrateur, basiquement, à la base, c'est quelqu'un qui illustre, qui rend l'objet beau, et il est au service de l'objet. Et c'est depuis peu qu'on prête attention à ces gens-là, en fait. Ouais. Oui, et puis du coup, ça se trouve dans quelques décennies, ça sera des méga stars comme les auteurs de BD maintenant par rapport à il y a 50 ans. C'est déjà un peu le cas. Je te parlais là justement de grands dessinateurs. Tu vois, je reviens sur Adrian Smith. Il est à la base, il a bossé chez Game Workshop. Il a beaucoup participé à l'univers de games. J'ai pas les dates, mais moi dans ma tête, je l'ai découvert. J'étais ado. Enfin, j'ai commencé à voir ses illustrations. J'étais ado. Je l'ai rencontré à Trolls et Légendes et il est en train de dédicacer des boîtes, surtout des jeux édités par Cool Mini. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui est connu parce que des gens ont grandi avec ses illustrations. Je vois des grands talents qui débarquent maintenant, qui ont moins son aura parce que justement il n'y a pas un public qui les a suivis. C'est comme les réalisateurs de films. En vrai, on adule des mecs comme Spielberg, comme je sais pas, Cameron. Pourquoi ? Parce que on a vu leurs films quand on était jeune, enfin moi en tout cas pour ma part. J'ai 34 ans, moi j'ai découvert Alien, je devais avoir entre 10 et 11 ans et j'ai commencé par Aliens, donc le deuxième, et clairement j'aime bien ces réalisateurs parce que j'ai grandi avec. Et j'ai l'impression que c'est pareil quand on s'intéresse à un média et qu'on s'intéresse à qui est derrière ce média. Il faut que ce soit des gens qui nous accompagnent depuis longtemps pour qu'on soit vraiment intéressé par eux. C'est très rare qu'on tombe sur un nouveau réalisateur, un nouveau dessinateur et qu'on est passionné et qu'on se dise « Ah, lui, il faut le suivre ». C'est vraiment les gens très, très experts dans leur domaine qui arrivent à détecter si un tel ou un tel... Ceux qui ont le nez creux, quoi. Voilà, ces gens qui ont le nez creux. Mais ça, c'est vraiment des passionnés acharnés. Moi, j'ai jamais croisé quelqu'un sur un salon qui est venu me voir en me disant « Ah, moi, je sais que vous avez fait tel jeu en telle année. » Tu vois, j'en suis pas encore arrivé à ce point-là. J'ai des gens qui viennent me parler de très vieux projets où tu te dis « Même moi, j'avais oublié. » Mais par contre, le gars qui arrive à me sortir le petit truc que... En plus, je cachais sous le tapis en mode non, j'ai pas fait ça. Tu vois, ils sont très très rares, quoi. Ok. Alors, en fait, je disais, le monde de l'illustration et de la bande dessinée, c'est quand même deux mondes très différents. Alors ça nous a présenté le contexte du statut des artistes dans le domaine, mais aussi d'un point de vue de travail, de composition. J'imagine que c'est quand même complètement différent, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la BD. Un dessinateur de BD, lui, il va faire... tellement que je connais pas le marché, j'en ai fait il y a longtemps. Je sais pas, c'est quoi, ça peut être 6 cases, une planche. Ça dépend. Ça dépend, mais... On va dire entre 6 et 10, quoi. Voilà. Ça dépend quel format, c'est du franco-belge, du comics ou autre chose. Quoi. Tu vois, j'y connais rien. Mais globalement, eux, ils vont faire plein de compositions dans plein de cases différentes. Et en plus de ça, il y a un sens de la narration. Faut que les cases se répondent les unes aux autres. Le sens de lecture. Nous, on fait une image qui doit raconter quelque chose. Oui, mais donc, on compose un seul plan et généralement, tu vois, on travaille sur un plan dans une journée. Mais du coup, c'est toujours des plans qui claquent sa mère. Parce que tu vois, moi, par exemple, qui fais de la BD, j'ai super du mal à faire une illustration. Pour faire des couvertures. C'est pas le même taf. C'est pas la même chose. C'est une science. C'est pour ça que je suis venu te demander justement de participer à Bertrand Keftin et Zone 57. Parce que voilà, il y avait des... Bon, je peux le faire en me sortant les doigts, mais c'est quand même vachement dur pour moi, tu vois. De te sortir les doigts ? De me sortir les doigts. T'as réussi à les mettre. et donc effectivement, je me l'explique, j'arrive pas à me l'expliquer vraiment, parce que je me dis, oui, effectivement, je fais de la composition sur une case en particulier, je choisis un angle, etc. Et ça peut fonctionner. Mais pourquoi c'est la belle illustration qui va faire la couverture, ou qui va faire un poster, une affiche, ou peu importe, pourquoi c'est si difficile, et en tout cas, pourquoi c'est si différent à ton avis ? Je pense... Alors, c'est marrant, j'ai jamais intellectualisé ça, parce que le truc, c'est qu'on se connaît depuis quoi ? Depuis une dizaine d'années maintenant. 10 ans, je pense, au tout début, quand on s'est connus, moi, je voulais faire de la BD. Oui, c'est vrai. Je crois même que tu m'as traîné dans un stand Marvel à l'époque pour passer un entretien. Oui, à Angoulême, dans le stand professionnel. Voilà, j'avais passé des tests avec Ankama d'ailleurs. Avec Ankama, ouais. Et globalement, ouais, à l'époque, je découvrais la BD et un an plus tard, je crois que on a dû se croiser, j'ai dû te dire, en fait, la BD, ça me fait chier parce que moi, je préfère prendre mon temps à faire un design de personnage. Il faut savoir que moi, ce que je préfère faire, c'est le character design.
Je ne sais plus qui, je crois que c'était Fonichon chez Philactère. Donc le président de Philactère. Voilà, qui est président maintenant de Philactère. Ouais, ça change, tu sais, Voilà. c'est un peu comme Poutine. Un coup c'est le président, un coup c'est le vice-président, on sait plus bien. Si tu nous entends, on t'aime. Hein. Et en fait, il m'avait dit, je crois que c'était lui qui m'avait dit, c'est incroyable ce qui comparait moi et Olivier Troclet, et il disait, qui est aussi illustrateur, il disait, ouais, vous arrivez à faire des personnages avec des objets chargés. Nous, on ouais, riche. Voilà, on essaye d'aller au plus simple. Et oui, j'ai l'impression que dans la BD, il faut être efficace, dans l'illustration aussi, hein, mais dans l'illustration, il faut être efficace pour des raisons de rendement, de rapidité et de deadline, là où la BD, il faut être efficace parce qu'il y a plein de cases. Oui. Et moi, je me souviens que c'est ça qui me saoulait, c'est que je ne pouvais pas prendre le temps que je voulais. Il fallait vraiment que ça aille vite. Je pense que c'est vraiment le facteur temps, parce que par exemple, est-ce que toi, quand tu fais une composition d'une illustration, je sais que tu passes des heures et des heures pour le rendu de l'illustration, pour qu'elle claque sa mère, quoi, mais est-ce que dans ta réflexion de la composition, avant de la peaufiner, est-ce que ça te prend beaucoup de temps ou pas ? Ça va dépendre du prix de l'image. Ah, d'accord. Et en fait, tu vois, c'est ça la différence. C'est que c'est pour ça qu'à des fois, j'ai du mal à comprendre mes confrères dessinateurs quand ils me disent « Moi, je suis payé tant pour avoir une planche. » Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je me souviens qu'à chaque fois, j'étais là en train de me dire « Mince, moi, je gagne beaucoup plus en faisant une case par rapport à vous oui. qu'en fait plus. » Alors, je sais que c'est pas les mêmes ratios, mais je me disais « Tiens, c'est marrant. Après, c'est pas le même art. » Tu vois, c'est clairement. Mais moi, je sais que je raisonne mon travail en fonction de combien c'est payé. Oui, mais d'accord. En fait. Mais en fait, si tu veux, toi, tu vas faire le temps que tu vas passer sur une illustration. Le dessinateur de BD, il va passer son temps sur une page. C'est ça. Ma question, elle est quelque part, elle est ailleurs. Alors peut-être qu'effectivement, c'est un facteur temps. Je veux dire, j'ai jamais intellectualisé cette question, hein, donc tu me prends de court. Ouais, non, mais parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, pourquoi est-ce que j'arrive plutôt bien à faire des découpages ou des cadrages de cases, et pourquoi j'en chie autant à faire, par exemple, effectivement, de prendre une case et de l'agrandir pour la peaufiner, pour en faire une couverture. Pourquoi c'est si dur pour moi de faire un dessin plus que, tu vois, par exemple, des dessins, j'en ai là dans mon portfolio que j'ai fait comme ça, etc. Mais je veux dire, l'inspiration, elle me vient pas si souvent que ça pour faire un dessin. Alors peut-être c'est moi personnellement, c'est peut-être moi qui ai du mal. Hein. C'est vrai que moi j'ai vu des dessinateurs de BD qui clairement mettent à la malle n'importe quel illustrateur, parce que les gars ils tartinent tellement que maintenant tu leur dis je veux des anecdotes, hein, des éditeurs de jeux de société qui me disent que quand ils vont travailler avec des dessinateurs de BD, les gars leur livrer tout plus rapidement qu'un illustrateur classique. Ah, bah voilà. Parce que les gars ont une habitude, mais je pense que c'est en fonction du dessinateur. Tu sais, moi, franchement, je connais des illustrateurs qui ont des capacités et des performances bien meilleures que moi. Par exemple, moi, je suis pas très bon en décor. C'est un truc, pas parce que ça m'intéresse pas ou que je sais pas faire, c'est que j'en ai pas assez fait. Donc en fait, je suis toujours un peu bloqué. Tu vois, tu restes dans ta zone de confort, tu veux dire ? Ouais, c'est pas que je reste dans ma zone de confort, c'est que déjà mes clients me commandent que dans ma zone de confort, et que les décors sont très rares, et que quand ça a lieu, soit je triche, je fais de la 3D, de la basse photo, ou parce que pareil, il y a le rendement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, le client a besoin de la cover ou de l'illustration là, à fin de cette semaine. Donc il y a un moment où tu dois te dire, ok, soit je passe une semaine à je réapprends... J'essaie de réapprendre à maîtriser la perspective et le travail de lumière sur un décor, tous les trucs que je ne fais pas naturellement, que je sais faire, mais que je ne fais pas assez pour pouvoir le faire rapidement. Soit je vais au plus simple et je passe par des subterfuges. Donc, il y a aussi ça dans l'illustration que, comme je te disais, on est des techniciens au service d'un produit, d'un consommable. Donc, il faut que ce soit fait rapidement. Les illustrateurs, on n'est pas que des gens qui font des illustrations fantastiques ou futuristes pour des jeux de rôle, des jeux de société. Et des fois, les illustrateurs, c'est aussi des illustrateurs publicitaires, ça peut être aussi des gens qui font des illustrations pour des magazines, pour les horoscopes. Là, je parle un peu des... Moi, j'ai la chance de gagner ma vie en travaillant sur des univers qui... Je ne vais pas dire qu'ils me plaisent, parce que ça, c'est un autre sujet, mais plus qui sont confortables pour moi, qui sont dans un milieu geek, qui sont dans quelque chose qui est plutôt, si tu veux, qui me parle en fait. Pas à 100%, mais qui me parle. Et c'est vrai que je le vois avec des dessinateurs que j'ai déjà croisés sur des salons ou autres, et qui en fait viennent
qui ont été... moi, je me souviens d'avoir discuté avec une illustratrice qui avait fait des trucs pour Elle Magazine. J'avais rencontré un illustrateur qui avait, lui, juste bossé pendant des années pour la municipalité, où il faisait des petits dessins pour illustrer le magazine de la ville, et qui essayait de percer un peu dans le jeu de société, parce que voilà, ils aiment bien ça. Mais c'est aussi ça, illustrateur. Et illustrateur, ça peut être même aussi carrément médical. Moi, j'ai vu des mecs qui font des illustrations médicales, donc ils dessinent. Alors, ils passent beaucoup par la 3D. Par contre, t'as des mecs qui sont des tueurs, te dessinent tout un muscle avec les os, avec l'ouverture, avec le scalpel et tout, pour un manuel ou un magazine de science ou de chirurgie et autres. Mais c'est aussi ça comme boulot. Donc, tu vois, oui, quand tu dis moi j'ai du mal, etc., à mettre en place un visuel, etc., parce que je suis l'habitude à la BD, parce que c'est pas le même taf, c'est pas le même métier, et qu'aussi tu te concentres sans doute sur des points qui te prennent peut-être plus de temps que moi. Moi, mon boulot. Oui, le sens de lecture. Ouais, moi, tu vois, moi ça n'existe pas en fait. Ou alors si, quand tu as des triptyques d'illustration, là en ce moment je travaille sur une cover, enfin sur 2 covers. Qui seront sans doute dévoilés d'ici là que ce podcast sort, donc je peux en parler. C'est 2 illustrations qui se répondent. C'est-à-dire qu'il y en a une qui représente le calme, la sérénité, l'autre qui représente la guerre, le chaos, et en fait, les personnages sont placés de la même manière, donc elles se répondent. Mais c'est tout, ça va jamais plus loin que ça. Dans le jeu de société... C'est le concept, quoi. Voilà, dans le jeu de société, il y a... Je prends l'exemple du jeu, alors ça c'est sorti sur Kickstarter, mais ce que je te parle est visible. Dans le Kickstarter Titan, par exemple, il y a, si tu veux, il y a un espèce de poulpe qu'on pose sur un plateau. En fait, il est en punchboard, donc il est en carton. Et quand tu le poses, le carton sur le décor qui est aussi en carton, les 2 éléments se joignent entre eux. Tu vois, ça fait corps, en fait. C'est homogène. C'est pas juste une carte que tu poses sur un autre plateau qui est d'une autre couleur. Voilà, c'est des trucs comme ça où l'illustration va avoir, où ça va être un peu plus recherché. Mais autrement, jamais c'est comme dans la... Après, si je veux faire du travail de sens de lecture, etc., on est plus vers les storyboarders, Il doit exister des illustrateurs qui utilisent la narration dans leur travail, mais c'est à mon avis pour des projets particuliers, c'est très ciblé. C'est bien parce que tu nous as quand même dressé un beau portrait, je pense, du métier d'illustrateur. Et toi, ton parcours, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as commencé par faire quoi ? Et quels sont les travaux sur lesquels tu as travaillé qui t'ont le plus plu, par exemple ? Alors, on va essayer de la faire vite. Moi, à la base, je suis verrier. J'ai commencé mes études très jeune. J'étais en échec scolaire à mes 14 ans. Je suis rentré dans un cursus scolaire de pré-apprentissage. Tu as 2 jours d'école et le reste du temps, tu es en entreprise. Ça te prépare à l'apprentissage que j'ai fait. Et à 18-19 ans, j'avais mon diplôme de décorateur verrier. Donc j'étais fier, j'étais verrier. Je devais devenir pâte de verrier. Donc j'ai travaillé chez Dôme, qui est une cristallerie à Nancy. Ensuite, je suis allé chez un artiste plasticien qui ne fait plus de verre maintenant, je crois, qui s'appelle Olivier Weber, qui m'a plus formé à devenir un artiste plasticien donc à la sculpture, à la connaissance de l'art. C'est voilà. quand même J'ai eu plus utile, une formation, si tu veux, maître à élève, tu vois, enfin élève à maître, tu vois, bref. T'étais son à padawan, l'ancienne, j'étais son padawan. Puis en fait, en gros, moi, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça, même si j'y reviens. Il fallait travailler. Donc, j'ai voulu faire de la fonderie, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire de la poterie, ça n'a pas marché. J'ai voulu faire peintre en laine, j'ai pas trouvé de maître d'apprentissage. J'ai voulu passer un brevet des métiers d'art et c'était payant et il fallait faire ça sur Paris et on n'avait pas les moyens. Du coup, j'ai été travailler 5 ans chez McDonald's et c'est à ce moment-là où j'ai débuté l'illustration. Donc, je faisais mes dessins pour des clients au tout début. Alors, c'était payé une paille, donc j'en faisais une grande quantité pour arriver à avoir au moins un SMIC en plus de McDonald's. Je faisais ça entre mes 2 services chez McDo, dans le lobby d'ailleurs, en payant moi-même mon propre café. Et puis, en 2011, j'ai décidé de dire, allez, ça a l'air de bien marcher, vas-y, j'essaie, je me fous à mon compte. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans à plein temps, ça s'est bien passé. Ensuite, un de mes plus gros clients qui s'appelait, parce qu'il n'est plus, les éditions sans détour, m'ont dit c'est vachement bien ce que tu fais et en fait tu bosses tellement pour nous que c'est comme si tu étais salarié, vas-y on t'embauche. Donc en tant qu'illustrateur de jeux de rôle, je me suis retrouvé salarié à Nancy et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi.
Et t'as bossé sur quoi comme type de jeu? Alors, Les plus connus, on va dire. alors, l'appel de Cthulhu. Voilà, c'est que l'utilise. L'appel de Cthulhu pour lequel j'ai vraiment le plus travaillé. Alors j'ai fait tout dans l'appel, j'ai fait de l'écran, j'ai fait de la couverture, j'ai fait du cul de lampe, j'ai fait du PNJ, j'ai fait du bestiaire, j'ai fait le bestiaire de l'appel, plus d'une centaine d'illustrations à chaque fois, 2 fois de suite. J'ai fait énormément de trucs chez eux, j'ai laissé un gros catalogue. Je travaille aussi sur les lames du cardinal, j'ai travaillé sur quoi, la brigade chimérique. Alors je me tourne là, il y a tout qui est à côté de moi. Delta Green, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait c'est d'autre? très sympa ton bureau. Hein. J'ai fait plein J'aime beaucoup moi. J'ai fait plein de trucs. Tu vois, mon sac là, il est vide. Quand je vais repartir, il sera peut-être plein. En plus, je crois que je n'ai même pas de doublon, donc je vais m'en rendre compte rapidement. Et à côté de ça, ouais, je faisais du freelance, que j'avais le droit de faire des trucs en dehors. Alors, il fallait pas que je fasse du jeu de rôle, donc je faisais du freelance dans le jeu de société, etc. Et donc, j'ai travaillé sur Mythic Battle, j'ai travaillé pour Yellow à mes tout débuts sur un jeu qui s'appelle Sans Rancune. J'ai travaillé sur quoi d'autre? J'ai beaucoup travaillé sur une gamme de figurines qui s'appelle Eden. J'ai fait une 30aine de concepts pour eux au tout début. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et puis ouais, je suis resté 3 ans et demi chez eux. Je les ai quittés parce que j'étais plus d'accord avec la ligne éditoriale et artistique de l'entreprise. Donc je les ai quittés. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu les Sciences en détour, ils savent ce qui s'est passé un an après. Ils ont commencé à avoir des procès, etc. Donc malheureusement, ça a très très mal fini. Je suis parti avant la guerre, on va dire. J'ai intégré un studio qui venait d'ouvrir une entreprise de jeux de société qui a ouvert à Nancy qui s'appelle Holy Grail Games, où j'ai fait du jeu de société chez eux en interne. Je travaillais sur des jeux de totalement autre chose. Je suis passé de l'horreur cosmique, Lovecraftienne à des jeux de voiture et du minage sur le satellite Titan. Et puis, fin 2019, je quitte Nancy pour suivre ma compagne en région parisienne, enfin à Paris plus exactement. Et là, en fait, je suis pas resté chez Holy Grail Games pour plein de raisons, pour des raisons plus de confort, etc. Et depuis peu, j'ai intégré l'équipe de Chaosium, donc qui est l'éditeur originel et qui est là depuis, l'appel de Cthulhu jeu de rôle, il a 40 ans cette année. Donc du coup, Chaosium a à peu près le même âge, qui est une boîte américaine avec qui ça se passe extrêmement bien. Je bosse sur Gloranta. Au niveau professionnel, je vis les meilleures années de ma vie depuis des années en termes de confort, de bien-être, je travaille chez moi pour un client qui ne vient pas t'emmerder parce qu'il y a un océan entre vous. Ou alors il est bon à la nage, tu vois. Non, et puis c'est une équipe, il y a des gens à travers le monde. Tu as des gens en Allemagne, tu as des gens en Pologne, tu as des gens en Australie, tu as des gens en Angleterre. Par exemple, quand je bosse sur l'appel de Cthulhu, je bosse avec Mike Mason qui est en Angleterre. Mais quand c'est Gloranta, c'est Jeff qui était en Allemagne, maintenant qui est à nouveau aux États-Unis. Et je sais pas ce que ça va donner quand je vais bosser sur les autres licences, qui je vais avoir. Juste pas l'Australie, parce que c'est un sacré décalage. Non, mais voilà, tu vois. Donc, je suis très, très, très libre. Je travaille avec des gens vraiment cool. Tu sais, moi, j'avais déjà travaillé pour des boîtes américaines et on a vraiment une image des Américains de c'est dur chez eux. Sauf quand vos patrons sont des gens qui ont la quarantaine passée, qui pour la plupart sont des hippies, qui sont extrêmement gentils et franchement, ils me traitent vraiment bien. Je ne peux pas dire que les boîtes d'avant me traitaient mal, mais j'ai une liberté que j'avais pas avant. Et clairement, je pense que j'aurais pas été chez eux, j'aurais été ailleurs et j'aurais été sur des modèles similaires à ce que j'avais avant. J'aurais peut-être réfléchi à m'orienter. Vraiment. Ça se voit pas comme ça, mais ces dernières années, j'ai un peu perdu le goût du dessin et Chaosium m'a un peu aidé à en sortir, clairement. Donc c'est pour ça que je suis aussi gentil avec eux, parce que oui, il y a le côté, même si je l'aurais redessiné, le bestiaire de l'appel de Cthulhu en 2020, là, Gloranta me fait un bien fou. Et j'espère que les autres licences qu'ils ont, sur lesquelles j'espère pouvoir travailler, va me faire tout autant de bien. Ok, et sinon, tu as travaillé sur d'autres projets en dehors de ça, récemment par exemple? Récemment, oui, alors on en parlait tout à l'heure, t'as envie d'en parler? Ouais, c'est ça, comment tu sais? Vous comprendrez tout de suite quand vous allez savoir de quoi il s'agit. Je travaillais sur une pièce de théâtre qui s'appelle Captain Fracas, qui a été fait par J.C. Humbert, qui est Caradoc dans Kaamelott. Voilà, c'était très drôle comme histoire parce qu'il m'a contacté sur Twitter à la base. Quand j'ai lu le message, je me suis... Parce que moi, je savais pas que c'était... Je connaissais pas son nom d'acteur. Et il me dit... tu m'as peut-être vu dans Kaamelott sous le nom de Caradoc. Et je fais oui, bon. Et sur le moment, c'était un peu le... Ouais,
Voilà, peut-être il croit pas trop, quoi. Et il s'avère que de fil en aiguille, il m'a proposé de carrément venir me voir à Nancy. Donc j'avais pris mon après-midi, j'étais chez Oli Gray à l'époque, j'ai pris mon après-midi pour aller, j'avais dit j'irai samedi bosser, je prends mon après-midi pour aller le voir, et je me suis dit, bon, au pire le gars, au pire c'est une blague, le mec il sort du train. Et c'était moi. Le mec, c'était Guigui. le mec il sort du train, si c'est pas lui, tant pis, je suis en train de travailler. Et le mec débarque et je fais ah merde, c'est vraiment lui. Donc il m'invite au restaurant et puis il me propose de travailler sur une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de mal à sortir parce que du Covid. Voilà, il y a 2020. Alors il y a eu quelques représentations, je sais pas combien au total, j'ai pas trop suivi parce que comme je te dis, c'était à Lyon tout ça. Hein. C'était à Lyon, mais il y a eu d'autres représentations ailleurs. En fait, alors, ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, je te parlais des fois de gens qui viennent me voir et qui me parlent de projets dont j'avais complètement oublié l'existence ou que j'en parlais plus, donc c'était un truc dans mes souvenirs. Ouais. Et je lui dis, mais pourquoi moi comment tomber sur mon travail? Et il me dit, je cherchais des costumes d'époque, type de l'époque où se passe l'œuvre de Théophile Gautier. Et il me dit, je tombais sur ton travail sur les lames du cardinal. Et moi, les lames du cardinal, pour moi, c'était un JDR qui était loin derrière moi. Et c'est rigolo parce que j'en avais parlé à Philippe Auribeau, qui est l'auteur du jeu de rôle Les Lames du Cardinal, adapté de l'œuvre de Pierre Pével. Et lui, il est très très fan de Kaamelott et de l'acteur. Et quand je lui ai dit ça, je lui ai fait sa journée. Et je lui ai dit, tu te rends compte, grâce aux lames, j'ai bossé avec lui. Voilà. C'était rigolo parce que c'était toujours étrange là, parce qu'il travaillait pas toujours par mail, il appelle. Donc c'est toujours un peu cocasse quand il t'appelle parce que tu dois te faire à ouffer que t'as l'acteur et pas le personnage, mais il a quand même une voix qui est singulière. Qui reconnaît ça, oui. Voilà, qui reconnaît ça. Ouais. Mais il est très bien, il sait où il va. C'est très vraiment. Ça fait partie des projets dans ma vie que j'ai trouvé les plus détendus, les plus pros et enrichissants. Parce que moi, le théâtre, en fait, avant lui, le théâtre, j'y suis allé. Mais j'avais jamais mis les pieds dedans professionnellement. Donc en fait, ce qui m'a fait faire, c'est des designs de costumes. Alors pas en tant que costumier, mais des ébauches, travailler sur le masque du Capitaine Fracasse et de plein d'autres petits trucs comme ça. Et il faudra que je poste ces visuels. Tu sais, moi, j'espère que d'ici là, d'ici le podcast, je les poste. J'aimerais bien. Après, je peux te les montrer après. Là, oui, si non, tu veux. on va faire ça. Ouais. mais voilà, c'était plutôt cool et j'ai appris des trucs sur le théâtre que je pensais pas. Tu sais, des trucs techniques du genre, oui, détailler ton costume et personne ne le verra. Il faut faire des trucs grossiers, il faut que ça se voit de loin, il faut que les couleurs soient peut-être même un peu plus criardes. Donc tu vois, j'ai vu quelques images et ça rend très bien. Je m'attendais pas à un truc aussi dingue. Ouais, ça a l'air ambitieux. Parce que je m'attendais à rien. Ouais. Tu sais, moi, le théâtre, je te dis, j'allais voir des pièces, mais tu te rends pas compte et ça a l'air d'être un travail de dingue. On peut comprendre d'ailleurs en 2020 comment ça a dû être dur pour les gens qui ont travaillé sur ça. Parce que moi, le jeu de rôle n'a pas été... parce que moi, je travaille essentiellement dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle n'a pas été extrêmement impacté par le Covid. Ça a boosté peut-être les ventes un peu, non? Non seulement il y a ça, mais aussi le jeu de rôle peut se jouer à distance en fait. Oui. D'ailleurs, de plus en plus de gens le font. Voilà, donc en gros, si tu veux, oui, les ventes sont sans doute impactées, je pense. Hein. Positivement. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres, je pourrais pas te dire, je laisserai les experts commenter, etc. C'est vrai que les deadlines étaient plus étendues. Les mecs me disaient, oui, bon, ça va, on a le temps. Tu sais. Voilà. Mais globalement, oui, j'ai vu plus de monde partager du jeu de rôle autour d'eux et en faire en ligne parce que ils avaient que ça à faire, ils étaient chez eux. Les chaînes YouTube, on les compte plus maintenant. Là, pour les joueurs de l'appel de Cthulhu qui nous écoutent, j'espère que pendant le confinement, vous en avez profité pour jouer au masque de Nyarlathotep ou des montagnes hallucinées, faire des vraies grosses campagnes. Ou pareil pour les joueurs de dons, genre je connais pas de campagne célèbre, mais franchement, il fallait prendre. Moi, je suis figuriniste. Je joue très très peu aux jeux de rôle. Ça peut paraître bizarre, mais je peins des figurines énormément. Elles sont magnifiques. Hein. Merci. et du coup, si tu veux, moi, le confinement m'a plus servi à finir de peindre mes armées, plus qu'autre chose. Mais et encore, j'en suis loin. Parce que, voilà, je suis un collectionneur compulsif.
Mais globalement, oui, le jeu de rôle, je sais. Le jeu de plateau aussi, ça a été, les gens ont beaucoup acheté, parce qu'il fallait jouer à la maison. Mais oui, tout ce qui est représentation physique, cinéma, théâtre. Ouais, c'était compliqué. Je vais pas refaire le discours, hein, tout le On monde est sait, au courant. on sait. Je vais pas redire ça a été une année dure pour tout le monde, c'est bon, on est au courant. Donc voilà, mais je suis quand même content que la pièce Captain Fracas a eu lieu et c'est cool. Ok. Et ben, en tout cas, merci Loïc pour toutes tes lumières justement sur l'univers des illustrations et des illustrateurs. Parce que bon, voilà, moi je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que tout simplement, c'est vrai que c'est un côté artistique qui est finalement assez peu mis en lumière en règle générale, en tout cas en France. Et pourtant, vous en avez, hein, quand vous avez une boîte de céréales avec, Oui, c'est vrai, avec Frosties qui vous vend des céréales, il y a un mec qui l'a fait. Hein. Ouais, et d'ailleurs, je tiens à préciser que sur le packaging, on voit bien que les céréales sont déjà dans le bol et que le lait est versé après les céréales. Toi, t'es quoi? T'es team avant ou moi, après? Moi, je suis team le lait après, évidemment. Moi, j'ai découvert que c'est en fonction de ce qui lui arrive dans la main en premier. J'ai réalisé que si j'ai le lait en premier, je mets le lait. Mais si j'ai les céréales en premier, je mets le céréales. Non, ça va pas du tout. Non, je suis pas d'accord. Ouais, je suis un agent du chaos, tu sais. Merci beaucoup, Loïc. Merci à toi. À plus, ciao. À plus.